Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Charlotte, aujourd'hui je viens pour parler en tant que membre de ce groupe de travail de la FEDITO Femmes, Genre et Assuétude. Donc ce GT est actif depuis environ 1 an et il regroupe près de 20 organisations à Bruxelles qui sont représentées ici. Donc depuis sa création, on s'est réunis plusieurs fois pour mettre en commun nos expériences avec les publics de femmes et de minorités sexuelles et de genre, usagères de drogue. Pourquoi ? Parce que comme on va le voir aujourd'hui, on parle encore très peu de ces publics, que ce soit au niveau sociétal ou politique, ou bien alors quand on en parle, on va véhiculer des représentations qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Donc aujourd'hui, on voudrait vous présenter une synthèse de nos constats de terrain qu'on a mis en lien avec la littérature scientifique internationale. Et cette synthèse va se structurer autour de 5 grandes thématiques qui ressortent de nos données. Mais je vais enchaîner directement sur la première thématique. Donc on va commencer par l'invisibilisation du genre dans le champ des assuétudes. Mais tout d'abord, le terme « genre », on s'est rendu compte que le terme peut évidemment soulever toute une série d'incompréhensions et de controverses. Et donc on a voulu d'abord commencer par définir ce terme. Et dans ce GT, on va se baser sur une définition du genre qu'on va retrouver dans la Convention d'Istanbul, donc Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la violence domestique. Et dans cette convention, le genre est défini, il désigne le rôle, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu'une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et pour les hommes. Donc il s'agit d'une grille de lecture qui va penser les femmes et les hommes en relation et qui va s'intéresser aux représentations qui sont associées à la féminité et à la masculinité. Donc, si les études et observations dont je vais parler aujourd'hui portent sur certaines catégories de publics, comme par exemple les femmes ou les personnes LGBT, ils doivent être pensés au sein de rapports de pouvoir liés au genre en tant que construction sociale. Donc, par rapport à l'invisibilisation, on peut facilement faire des liens entre ce qu'on retrouve dans l'espace public, et notamment dans les zones ouvertes de consommation, comme ici vous pouvez le voir en Philadelphie, et la manière dont le genre est traité dans la littérature scientifique sur l'usage de drogue. Donc, quand on regarde cette image, on a l'impression que la consommation de drogue concerne uniquement les hommes. En général, elle est considérée comme une pratique masculine, et sauf pour les médicaments psychotropes, on considère que les femmes ne consomment pas de drogue. Et dans la plupart des enquêtes scientifiques sur le sujet, les échantillons sont essentiellement composés d'hommes, et donc ça va contribuer à biaiser certains résultats de recherche, véhiculer certaines représentations et invisibiliser les expériences que vivent les femmes usagères de drogue. Mais ces dernières années, de plus en plus de recherches sur les drogues cherchent à intégrer la dimension de genre. Et donc elles vont d'abord essayer de rendre visibles les situations que rencontrent les femmes usagères de drogue. Et qu'est-ce qu'on observe ? Que même si on ne les voit pas, donc, par exemple en rue ou dans les services sociaux et de santé tels que les CARUD, les femmes sont bien concernées par les drogues, à la fois licites et illicites. Et donc il y aurait vraiment une sous-estimation des chiffres et même une féminisation des usages au cours de ces dernières années selon des études. Et on constate que celles-ci rencontrent des problématiques spécifiques qu'on va aborder donc plus tard. Mais donc, de manière générale, la plupart des enquêtes qui veulent intégrer une dimension de genre restent assez descriptives et vont se limiter à comparer les femmes et les hommes. Mais pour pouvoir vraiment intégrer une perspective de genre, la volonté de ce GT, c'est de pouvoir vraiment visibiliser les contextes sociaux et relationnels dans lesquels se déroulent les pratiques de consommation. Donc, jusqu'à présent, l'invisibilisation de la dimension de genre, on va la retrouver aussi au niveau politique. Donc, ici, cette image illustre une manifestation en 1990.
Donc c'est vraiment dans les années SIDA que les choses commencent à bouger. Mais par contre, si les femmes usagères de drogue intéressent le monde politique, c'est principalement par rapport à leur corps reproductif ou sexuel. Et donc les politiques publiques vont se préoccuper des risques de transmission de la maladie depuis la mère vers l'enfant ou depuis les travailleuses du sexe vers les clients. Et on constate aussi que ces politiques sont fortement répressives. Lou Richel nous en a déjà parlé. Et elles vont renforcer des représentations stigmatisantes, notamment les mères et les femmes enceintes. Donc ici, sur cette image, on peut voir la proposition de loi dont on a parlé tout à l'heure, une proposition de loi sur la protection prénatale déposée en 2020 par la NVA et la SPA, qui parle de mesures de protection proactive qui pourraient être prises dès la grossesse. Et d'après ce document, les femmes pourraient subir des césariennes ou des hospitalisations forcées. Et donc, d'après nos constats, et comme en a parlé Lou, une approche répressive est contre-productive, elle est culpabilisante, et en fait, elle contribue à invisibiliser les femmes et à les éloigner davantage des services socio-sanitaires. Donc, les problématiques d'accès et de recours aux services socio-sanitaires sont aussi ressorties de nos constats. Florent Schmitt nous en a parlé également. Donc, ce que les membres du GT observent, c'est que les usagères de drogue sont très peu nombreuses à pousser la porte de leur service. Et c'est une observation qui se confirme dans les rapports d'activité. Donc ici, on peut le voir chez Transit, qui est un service bas seuil. En 2009, la fréquentation des femmes était largement inférieure à celle des hommes. Et parmi les femmes, elles sont plus souvent prises en charge par les équipes de rue qu'à l'intérieur des murs du centre de crise. Donc ça montre vraiment qu'il y a un problème au niveau du chemin d'accès, pour reprendre le terme de Florent Schmitt. Ces constats de terrain, ils vont dans le sens des estimations réalisées à l'échelle internationale. Donc par exemple, en 2017, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indique les femmes représentent environ un quart de l'ensemble des personnes qui souffrent de graves problèmes de drogue et environ un cinquième de l'ensemble des patients entrant en traitement pour consommation de drogue en Europe. Alors, comment comprendre ce faible recours aux services sociaux et de santé? On en a déjà bien parlé dans les présentations précédentes. Dans le GT, on a regroupé un peu les constats. Et donc les femmes usagères de drogue vont évoquer de nombreux obstacles. Donc, par exemple, je vais en citer plusieurs. La méconnaissance des services existants, le manque de solutions pour garder les enfants pendant la prise en charge, mais c'est surtout une peur du jugement, la stigmatisation et les craintes pour les mères de voir leurs enfants placés par le juge qu'elles vont évoquer. Elles vont aussi évoquer des freins qu'on a déjà abordés, donc la peur de rencontrer des agresseurs ou des clients dans le cadre du travail du sexe ou de la prostitution, et aussi toute une série de phénomènes d'emprise, donc par exemple la pression du conjoint, de l'entourage, de la famille, ou, comme on l'a déjà dit, un sentiment de malaise quand elles se trouvent dans des services majoritairement fréquentés par des hommes. Du côté de la littérature, plusieurs enquêtes permettent de mettre en avant des obstacles similaires à la fois en Belgique et à l'étranger. Et on peut voir qu'en fait, les femmes rapportent plus de barrières qu'on va appeler attitudinales ou relationnelles par rapport aux hommes. Donc, c'est des études qui ont été faites sur des grands échantillons. Et ces obstacles comprennent donc tout ce qui touche à la peur du jugement, aux dynamiques liées au genre, et surtout la stigmatisation qui constitue effectivement un obstacle majeur. On a déjà abordé les différents niveaux de stigmatisation qui peuvent s'opérer. Je ne vais pas les développer ici, donc au niveau institutionnel, des communautés et des individus. Et pour le niveau individuel, je voudrais juste illustrer des formes de stigmatisation internalisées, donc qui contribuent du coup à limiter le recours aux services. Et cette autostigmatisation, comme c'est le cas ici, soit constitue un frein, ou bien elle amène à éviter le sujet des drogues face aux professionnels. Donc ici, une usagère anonyme s'exprime et dit donc j'ai été voir des psys avant ça, donc le mot ça,
mais j'étais sous médicaments et je ne leur parlais pas de ça parce que j'avais honte. Je ne savais pas du tout comment aborder ça, et donc j'avais complètement honte de dire que j'avais des médicaments. Donc oui, il y avait vraiment la honte et la culpabilité d'être en faute de quelque chose. Voilà, ça illustre une forme de stigmatisation qui va influencer les interactions à la fois avec les services et les professionnels. Et on peut facilement imaginer combien cette stigmatisation va être renforcée pour les mères ou les femmes enceintes, ou bien pour les femmes usagères de drogue qui cumulent, comme c'est souvent le cas, plusieurs sources de stigmatisation liées au travail du sexe ou bien au sans-abrisme. Et donc dans l'ensemble, tous ces différents obstacles vont se combiner et soit retarder ou mener à l'évitement d'une prise en charge. Les femmes et les minorités de genre, d'après les études qui ont été menées, arrivent dans les institutions avec des problématiques plus sévères par rapport à la population générale, et les rapports rapportent que les femmes arrivent avec des conduites addictives plus prononcées et davantage de problèmes sociaux et de santé. Donc, je vais maintenant aborder avec vous plusieurs problématiques spécifiques qui sont ressorties de nos constats. Je ne vais pas tout aborder oralement, donc en fait, pour plus d'informations, on a rédigé une note écrite de cette synthèse qui est disponible sur la FEDITO, et dans laquelle on aborde les questions de la santé sexuelle, la grossesse et la parentalité, le travail du sexe ou la prostitution, et les violences basées sur le genre et les dynamiques conjugales. Donc, les constats mettent en avant une diversité de problématiques liées à la santé sexuelle qui sont exprimées par les femmes elles-mêmes. D'ailleurs, souvent dans les espaces femmes, ce sont les sujets qui ressortent. Et au cours de ces dernières années, on va observer une féminisation de la précarité, à la fois sur le terrain, dans les observations, et des recherches-actions permettent de le montrer aussi, comme celle de l'ILO en 2022 sur le sans-abrisme des femmes. Et ça concerne évidemment aussi les femmes usagères de drogue. Et donc, elles vont avoir plus difficilement accès aux serviettes menstruelles. Et pour y répondre, des initiatives sont développées, comme par exemple ici le projet Bruxelles, qui organise des distributions de serviettes. Mais le problème, c'est que ces initiatives ne sont pas toujours connues par toutes les femmes usagères de drogue sur l'ensemble du territoire bruxellois. Parmi les autres problématiques mentionnées, les femmes usagères de drogue vont poser des questions, notamment pendant les espaces femmes, par rapport à la santé sexuelle. Donc ça touche aux questions du dépistage, de la contraception, du consentement. Et elles vont trouver peu d'espace finalement pour obtenir des réponses, parce que d'un côté, elles recourent peu aux services de santé sexuelle et reproductive pour toutes les raisons qu'on a mentionnées précédemment. Et d'un autre côté, les services spécialisés en assuétude sont à ce jour encore peu formés aux questions liées à la santé sexuelle. Et donc les espaces femmes qui se développent dans certains services Basseuil permettent effectivement d'ouvrir un dialogue, mais sont encore peu nombreux à Bruxelles, et on en reparlera plus tard. Donc je ne m'attarderai pas trop sur la grossesse et la parentalité des femmes usagères de drogue. On a déjà abordé le sujet. Voilà. Mais je voudrais simplement mettre en avant donc, que les projets de grossesse s'inscrivent souvent dans des situations sociales et de santé complexes, où il y a parfois de la consommation active, des problèmes de mal logement et des relations conjugales très complexes, très problématiques. Et donc, une prise en charge qui tient compte de cette complexité est vraiment nécessaire. Mais les femmes, comme on l'a vu à travers l'étude de Lou, elles se confrontent souvent encore à des approches répressives, et donc ça engendre toute une série de conséquences dont on a déjà parlé. Donc la dépendance aux produits implique souvent aussi l'échange de services sexuels contre de l'argent ou des drogues, et les femmes usagères de drogue sont touchées de manière disproportionnée. Et donc, on voit dans cette enquête épidémiologique qui a été menée en France que 32% des femmes échangent leurs services sexuels contre des drogues et 72% contre de l'argent. Alors que du côté des hommes, on va retrouver seulement 2% et 3%. Donc on voit vraiment que ça touche de manière disproportionnée les femmes. Et dans ce contexte, les femmes usagères de drogue vont s'exposer à des pratiques sexuelles à risque dans beaucoup de situations, comme des rapports non protégés. Et le témoignage d'une usagère anonyme permet d'illustrer
ce genre de situation. Donc, elle dit, tu vas te prostituer pour avoir la cocaïne et tu es prêt à avoir peut-être quelqu'un qui est malade, qui va te transmettre le VIH ou autre maladie. On trouve quelqu'un qui dit, je te donne par exemple 50 €, mais c'est sans préservatif. Tu vas lui dire oui, parce que tu as besoin de ces 50 € pour consommer. Donc voilà, ces pratiques sont souvent extrêmement tabous, d'après les constats, et donc les termes envoyés sont changeants et sont assez flous. Les personnes ont tendance à éviter de coller une étiquette à cette activité, qui souvent n'est pas revendiquée en tant que profession, donc le travail du sexe. On parlera dans certains cas de prostitution, ou alors les femmes diront simplement « je vais faire de l'argent ». Et donc, ces ambiguïtés, elles sont assez révélatrices de la stigmatisation qui est associée à ces activités et qui va s'ajouter à la stigmatisation autour de l'usage de drogue. Et par conséquent, les personnes vont moins se tourner vers les associations spécialisées dans l'accompagnement des travailleuses du sexe, et elles semblent moins réceptives aux campagnes et matériels de prévention qui sont pourtant proposés de manière gratuite et anonyme. Et donc, dans ce contexte, le travail de réduction des risques devient particulièrement complexe. Alors, une dernière problématique concerne les violences basées sur le genre, qui sont omniprésentes dans les parcours des femmes usagères de drogue et qui comprennent donc des violences sexuelles, conjugales ou psychologiques. Évidemment, les trajectoires de vie sont très diversifiées, mais les enquêtes qui sont menées auprès de femmes usagères de drogue montrent de manière récurrente que la consommation sert parfois de stratégie d'autogestion de traumas liés à ces violences. Et donc, d'après les constats, la consommation s'inscrit dans des dynamiques conjugales complexes dans lesquelles les femmes usagères de drogue vont exercer un moindre contrôle par rapport à la gestion de leur consommation. Donc, ça se joue au niveau de l'achat des produits, de la prise de substances ou au niveau des interactions avec les services sociaux et de santé. Et ce témoignage illustre d'une certaine façon la complexité de ces dynamiques et ce moindre contrôle par rapport aux produits. Donc, une usagère anonyme va dire « Il m'a laissé là, dans l'attente, puis le gars qui vendait le produit m'a rejoint et mon mec était là et a fermé la tirette. » Donc, on voit que c'est des situations très complexes et très invisibilisées. Et les constats montrent aussi des situations de codépendance à la fois au produit et au conjoint, surtout quand celui-ci est le fournisseur de produits. Et dans certains cas, les femmes usagères de drogue vont préférer accepter les violences de la part d'un partenaire pour éviter de s'exposer aux violences multiples qui sont présentes plus largement dans les milieux liés aux drogues. Et voilà, ce témoignage illustre d'une certaine façon ce phénomène. Une femme dit « Je reste jamais seule. Je me fais des alliés, mais hommes, car je n'aime pas la compagnie des femmes, il y a beaucoup de jalousie, puis avec un homme, je me sens plus en sécurité, même si parfois ça a un prix. » Voilà, et donc dans ces contextes conjugaux, dans ces dynamiques conjugales, je l'ai déjà mentionné, les femmes usagères de drogue vont s'exposer à plus de pratiques à risque auprès de leurs partenaires, comme par exemple le partage de seringues, de récipients de préparation ou de filtres. Et ici, cette étude montre que cette prise de risque est beaucoup plus élevée chez les femmes parce qu'effectivement, elles contrôlent moins en fait, la consommation. Et les études montrent aussi des situations comparables pour les personnes LGBT où les expériences de discrimination et de violence sont liées à une prévalence plus importante de problèmes de santé mentale et d'usage de drogue, et en particulier pour les personnes transgenres. Et donc, de manière générale, pour tous ces publics, les violences et les discriminations vont contribuer à l'isolement social et du coup à la dissimulation de la consommation aux usages cachés. Et donc voilà, donc face à tous ces constats, des initiatives ont vu le jour à Bruxelles et ailleurs, et petit à petit, une offre de services sensible au genre commence à se développer dans le champ des assuétudes. Donc elle peut prendre plusieurs formes. Ici, on va distinguer d'un côté la création de dispositifs spécifiques qui ciblent les femmes et les minorités sexuelles et de genre,
Et d'un autre côté, l'intégration d'une lecture de genre dans les pratiques existantes, donc par exemple à travers le développement de formations ou du travail en réseau. Donc du côté des dispositifs, on a déjà parlé des espaces femmes. Donc chez Dune et Transit, qui sont deux associations, deux services bas seuil en Assuétude, les espaces femmes ont pu montrer beaucoup de bénéfices. On en parlera encore dans la suite de la matinée. Et on peut déjà insister sur certains d'entre eux. Donc tout d'abord, ces espaces vont jouer un rôle important pour faciliter l'accès aux structures bas seuil, mais aussi pour faciliter l'accompagnement vers d'autres structures qui vont donc permettre de prendre en charge les problématiques spécifiques de ces publics. L'ouverture de ces lieux permet aussi... Mais voilà, ils permettent beaucoup de choses. Et on va de toute façon en reparler tout à l'heure. Donc on va passer à la suite. J'aimerais simplement dire que ce sont des dispositifs minoritaires qui ne peuvent pas répondre à eux seuls à la complexité des problématiques rencontrées. Et donc, il faut aussi décloisonner les secteurs, surtout ceux de la santé sexuelle et reproductive, des violences de genre et des assuétudes. J'allais vous parler d'exemples de collaborations qui se font aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir vraiment aller plus loin. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand les collaborations se mettent en place, parfois c'est difficile de poursuivre les choses sur le long terme et de pérenniser les choses, et au niveau du suivi, d'assurer une continuité. Ça fait partie des difficultés pour développer une offre sensible au genre. Je vais mentionner quand même quelques difficultés avant de clôturer, quelques autres difficultés. Donc parfois les initiatives ne sont pas soutenues au niveau institutionnel, et donc elles n'ont pas non plus toujours un budget spécifique. Elles ne sont pas toujours reconnues, leur efficacité n'est pas toujours reconnue sur le terrain, alors que dans la littérature, on voit que les bénéfices sont avérés dans différents contextes, nationaux. Donc voilà. Et donc, pour conclure, je vais brièvement vous parler de la suite des activités du GT, et notamment l'élaboration des recommandations. Donc, en fait, cette mise en commun des constats, cette synthèse, c'est la première étape d'un processus qu'on voudrait pouvoir poursuivre sur le long terme. Donc, la mise en réseau et le développement des connaissances, elle permet de visibiliser les situations rencontrées par les femmes usagères de drogue et de construire les représentations stigmatisantes qui continuent d'être véhiculées à différents niveaux. Et au cours de ce processus, notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir un dialogue avec les organisations et les autorités politiques pertinentes et en fait développer des mesures concrètes et budgétisées qui restent encore à définir. Et cet après-midi, donc, le groupe de travail organise un atelier dans le but de poursuivre ce travail-là. Et donc sur base des constats, on a déjà des premières pistes de recommandations que je ne vais pas évoquer ici aujourd'hui parce que c'est un travail en cours. Mais vous trouverez plus d'infos sur le site de la FEDITO via le lien qui se trouve ici et qui reprend, qui développe tous ces constats et introduit déjà certaines recommandations. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention.